l'INSEE. C'est un institut criminel qui a tiré des conclusions qu'il a prétendues scientifiques sur des expérimentations abominables qui ont été faites sur plus de 2000 enfants qui ont été torturés et violés par des pédocriminels. Ce sont les conséquences de ces expériences abominables qui servent de base à toute l'éducation sexuelle et à toute la théorie du genre qui circule aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que des intervenants extérieurs vont dans les lycées et apprennent aux jeunes gens et jeunes filles, on leur parle de sodomie, de ceci, de cela. On leur montre des films pornographiques, on leur montre des sexes en érection. La France a donné sa voix aux Nations Unies pour donner l'accréditation à une organisation pédocriminelle. Savez-vous que les pédophiles sont de plus en plus jeunes et que maintenant des enfants violent des enfants ? Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma avec mes compères habituels. Maxime Gabriel, bonjour. Laurent Dandrieux, bonjour. Bonjour Anne. Vous avez une très jolie cueillette cette fois encore. Alors, Laurent ? Alors, par quoi on commence par Astérix? Absolument. Commençons par Astérix. Absolument. Donc, Le Domaine des Dieux, qui est une nouvelle adaptation de Goscinny et Uderzo, d'après l'album du même nom. Adaptation extrêmement fidèle, il faut le reconnaître, même si on déplore l'absence de certaines plaisanteries mythiques. Le fameux « il ne faut pas parler sèchement à un humide » n'est pas dans le film, c'est tout à fait déplorable. Mais à part ça, on a un film très sympathique, très familial, qu'on peut aller voir avec ses enfants sans aucun souci. Un humour sans vulgarité, tout à fait dans le ton Goscinny, même si c'est plus inégal. Il y a des moments où ça tombe un peu à plat. C'est Alexandre Astier qui est responsable de l'écriture, du scénario et des dialogues, donc on est sensible plus ou moins à son humour, mais en tout cas les enfants y trouvent leur compte, l'esprit de l'histoire est respecté, l'esprit de résistance du petit village gaulois, non seulement aux Romains, mais aussi à la modernité galopante sous la forme d'un urbanisme qui n'est pas sans rappeler les fameuses tours dont Madame Hidalgo voudrait peupler Paris. C'est respecté aussi, donc voilà, ça fait un spectacle de qualité et notamment une animation vraiment de toute beauté avec des lumières absolument superbes. L'animation est très très fluide, le dessin est tout à fait fidèle au graphisme d'Uderzo. Donc voilà, on passe un bon moment. On passe un très agréable moment. Très bien. On va faire un petit récapitulatif prochainement sur les films auxquels on peut emmener on fera avant les vacances une spéciale cinéma. Nous avons décidé ça. Absolument. Très bien. Vous êtes allé voir Hunger Games. Alors, je suis allé voir Hunger Games. Il faut préciser que c'est une série, Hunger Games. Donc, il y a eu le numéro 1, le numéro 2, et là, on est au numéro 3, qui est décomposé en deux parties. Donc, c'est la première partie du numéro 3. Ce sera donc une quadrilogie. On en avait déjà parlé avec Roman Bernard il y a quelques mois. L'idée d'Hunger Games, c'est simple, c'est qu'on est dans un monde imaginaire et notoirement totalitaire. Vous avez un monde qui s'appelle Panem, où il y a une capitale qui vit très très bien et très richement, où les gens sont tous habillés de façon excentrique et font la fête en permanence. Et vous avez une série de districts en étoiles qui sont tous chargés des missions support, pourrait-on dire. Donc celui où il y a la mine, celui des forêts, celui de l'eau, etc., qui en fait alimentent la ville. Qui travaillent pour le... Voilà, c'est évidemment une façon comme des esclaves, en fait, non? Pas tout à fait comme des esclaves, puisqu'ils vivent en relative autonomie avec des pacificateurs, mitraillettes à la main, qui sont là pour leur apporter la paix de gré ou de force. C'est ça. Mais c'est évidemment un miroir un peu déformant de la société peut-être contemporaine, où on a un certain nombre de capitales mondiales qui vivent au crochet du reste. C'est très fort. C'est très fort. Oui. Est-ce qu'il y a du circonstance dans ce Panem? Ah, évidemment. Énormément de circonstances, puisque l'idée pour assurer la paix, c'est de proposer un grand jeu télé. Alors je vous laisse imaginer à quoi ça peut renvoyer dans la société contemporaine. Et donc chacun des districts, sauf
la ville, bien entendu, est chargée d'envoyer deux personnes, deux jeunes de 14 à 20 ans, si ma mémoire est bonne, qu'on appelle les tribus, et qui vont ensuite s'affronter dans une arène, alors une arène modernisée, on n'est pas dans Ben-Hur, qui... dans le numéro 1, était une sorte de désert. Dans le numéro 2, c'était une sorte de forêt sous une bulle. Le gagnant étant celui qui survit, puisqu'ils s'entretuent tous. Alors, dans le numéro 1, on avait l'héroïne qui s'appelle Katniss, qui réussissait à survivre à deux avec un garçon qui s'appelle Pita. Et en fait, il faisait semblant d'avoir une histoire d'amour et du coup, tout le monde était ému, télé-réalité oblige, et il survivait. Donc le méchant président, le président Snow, était très mécontent parce qu'on cassait le code normal et une espèce de star, d'icône mondiale à l'échelle de Panem était née avec cette Katniss. Épisode 2, le président Snow décide de se venger et d'envoyer à nouveau Katniss et Pita qui vont à nouveau survivre. Et là éclate la révolte contre Panem. Et donc dans l'épisode 3, volet 1, si j'ose dire, c'est le début de la révolte où cette fameuse Katniss évoque le jet moqueur qui est le symbole de ralliement de ceux qu'on appelle les rebelles. C'est d'ailleurs rigolo parce que le président Snow appelle ça je ne sais plus quel est le mot qu'il emploie, mais enfin, il y a une démarche sur la sémantique qui est assez forte. On refuse d'appeler ça des rebelles pour ne pas leur donner de légitimité. Ah oui. On n'appelle pas ça non plus des terroristes parce qu'il ne faut pas non plus montrer la souffrance et la mort. Donc voilà, on essaye de donner des noms aux gens pour minimiser la chose. Et donc c'est le début de la révolte. On devine évidemment qu'à la fin, c'est les gentils qui vont gagner contre les méchants. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir la démarche totalitaire de ce monde imaginaire. Donc c'est très... Oui. Vous me donnez envie d'aller le voir. J'aurais jamais cru. Je pense qu'il faut aller voir celui-ci. Si on va voir celui-ci, on peut aussi avant ou après, revoir sur Internet très facilement le numéro 1 et le numéro 2 et on y verra quelques allusions au monde totalitaire. Est-ce qu'on peut voir le numéro 3 sans avoir vu les deux premiers? Est-ce qu'on y comprend quelque chose? On y comprend quelque chose, mais enfin de préférence, on regarde les deux autres sur Internet d'abord et comme ça on comprendra encore mieux le numéro 3. Merci beaucoup. Après, c'est un film américain, à gros budget, à gros succès, avec un peu de charcuterie quand même. Ce que Maxime appelle charcuterie, c'est scène sanguinolente. C'est ce que nous appelions autrefois de la boucherie. oui, mais moi je trouve qu'il ne faut pas accabler ces pauvres bouchers. Comme il n'y a plus de charcutiers, donc on peut très bien accabler les charcutiers inexistants. Bon, Hunger Games, alors, votre feu vert. Et Laurent? Alors moi, je vais vous parler de L'Homme du Peuple, qui est donc le nouveau film d'Andrzej Wajda. Très attendu. Qui est une biographie filmée de Lech Walesa, qui s'inscrit dans une trilogie, puisque Wajda, dès les années 77, alors que le communisme était encore tout à fait triomphant en Pologne, a commencé à filmer la résistance de la classe ouvrière polonaise à ce système. Et donc c'était L'Homme de marbre en 77 qui filmait le destin d'un ancien héros du travail qui avait basculé dans l'opposition au régime. Et en 81, quasiment à chaud, Wajda tournait les grandes grèves de Gdansk filmait les grandes grèves de Gdansk qui avaient donné naissance à Solidarnosc. Et donc on voyait déjà Walesa dans ce film-là, mais sous ses propres traits, puisqu'il y avait à la fois des images d'archives, et Walesa jouait un petit rôle de fiction. Il était notamment témoin au mariage des deux héros du film. Mais là, voilà, c'est le protagoniste principal de L'Homme du Peuple. Oui, mais le deuxième, c'était L'Homme de fer, voilà, en 81. Et maintenant, nous avons L'Homme du Peuple, dont Walesa est le sujet central, incarné cette fois par un acteur qui l'incarne de manière tout à fait crédible et étonnante. On voit bien le côté, là on reste aussi dans le côté Astérix, le côté petit moustachu résistant. Et donc c'est un film très clairement à la gloire de Walesa. Wajda ne s'en cache pas. Il dit aujourd'hui, Walesa, à cause de son mandat présidentiel controversé, fait l'objet de polémiques. Du coup, on en oublie que nous lui devons la liberté, et c'est ça que j'ai voulu rappeler. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc, il a voulu montrer qu'effectivement, le propos du film, c'est de montrer comment un homme seul, à force de courage et
ténacité peut mettre à bas un système que tout le monde pensait insubmersible comme le communisme. Moi, le coup de l'homme seul, l'homme providentiel, moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est l'homme seul, mais dans un contexte où la société le permet. Parce que ça, le film le montre très bien. Non, mais voilà, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, rien ne se serait fait sans lui parce qu'il est le seul à avoir effectivement eu le pressentiment que le communisme pouvait tomber et qu'il ne fallait pas se restreindre à des revendications syndicales, mais qu'on pouvait effectivement espérer un changement radical. Mais le film, ne serait-ce que parce qu'il est justement le dernier volet d'une trilogie, montre très bien que tout ça s'inscrit dans la durée, dans une myriade de résistances préalables, et surtout, et dans un contexte où Wałęsa le dit lui-même, que le communisme commence déjà à s'effondrer de lui-même. Où le communisme est déjà affaibli. Mais à l'époque, on ne le voyait pas vraiment. Je pense que notamment pour les populations du bloc de l'Est, c'était pas du tout perceptible. Et puis aussi, Wałęsa le rappelle lui-même, rien de tout ça n'aurait été possible sans le catholicisme et sans l'Église et sans Jean-Paul II. Ça, c'est une constante dans l'œuvre de Vajda. Il faut rappeler ce magnifique Katyn que si vous ne l'avez pas encore vu, chers amis de TV Liberté, il faut absolument que vous ayez cette cassette chez vous et que vous la regardiez. Sur DVD, Anne, les cassettes. Oh, pardon, excusez-moi. Mais on peut regarder des cassettes. Si on a mais c'est quand même, c'est tout de même, c'est un immense film. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord, Laurent Dandrieux. Que Vajda avait tourné pour rendre hommage à son père, qui faisait partie des victimes de ce massacre abominable. Des 4500 officiers polonais qui ont été fusillés dans la nuque par des soviétiques. Et donc, effectivement, le catholicisme est toujours présent dans l'œuvre de Vajda. Et là, effectivement, il rappelle très bien le rôle catalyseur de la première visite de Jean-Paul II en Pologne. Et puis, il y a effectivement, on voit très bien dans ce combat syndical mené par Solidarność que les prêtres sont toujours présents. Il y a toujours, Wałęsa a toujours son petit badge de la Vierge de Czestochowa au revers de sa veste. Il y a toujours des messes et même à un moment, la grève ne prend pas vraiment. La police fait pression de plus en plus. On s'attend à ce que la police politique donne l'assaut. Pendant la nuit, et Wałęsa et ses compagnons ont une idée de génie. Ils disent pour les empêcher de donner l'assaut, on va célébrer une messe en plein air dans les chantiers de Gdansk. Et donc effectivement, on voit la police communiste totalement réduite à l'impuissance parce que des milliers d'ouvriers sont à genoux. Parce qu'on est en Pologne. Ailleurs, on ne peut pas dire. Oui, parce que les parallèles avec la société française, où on a rarement vu les syndicats qui sont en faveur de la liberté ni en faveur du catholicisme. Mais c'est très mitterrandien, parce que Wałęsa, on passe de l'homme de fer à l'homme du peuple. Mitterrand se présentait comme l'homme du peuple et c'était l'homme du fer. Vous voyez, il y a quand même. Et au point de vue image, parce que Vajda est un cinéaste magnifique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des images de ce film? Alors, c'est du cinéma assez classique. C'est pas. Voilà, c'est un récit très très limpide avec des allers-retours dans le temps, mais formellement c'est pas. Mais des gros plans de visage, C'est pas ce qui l'a fait de plus intéressant sur le plan formel. C'est pas sûr. Voilà. Okay. Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'art qu'il a de rendre ce qu'il décrit extrêmement vivant, et notamment il y a tout un tas de scènes très très fortes sur Wałęsa en famille, le fait, cette espèce de tiraillement perpétuel entre sa condition de père de famille nombreuse, parce qu'il a quand même 6 enfants, ils ont 6 enfants à l'époque des faits, sa femme qui naturellement à chaque fois qu'il part, on se demande s'il va rentrer ou s'il va rester en prison. Et donc il y a ce côté effectivement extrêmement familial qui le rend très très humain. Ses défauts aussi qui le rendent très humain, parce qu'on le montre tel qu'il est, c'est-à-dire un type assez arrogant, assez content de lui, donnant des leçons à tout le monde, assez autoritaire, assez dur aussi avec son épouse assez souvent. Voilà. Et Wałęsa dit c'est un portrait tout à fait fidèle, je suis exactement comme ça, mais bon voilà, que voulez-vous, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Très bien. Et donc voilà, c'est un film très vivant qui raconte une histoire évidemment tout à fait passionnante et qui le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Avec sa force habituelle. Merci beaucoup, L'homme du peuple de Vajda. Et puis vous aviez quelques autres
film que vous aviez vu, dont vous vouliez évoquer? Oui, alors un joli film italien qui s'appelle Les Opportunistes, qui est un récit choral où il y a la même histoire qui est racontée sous 3 points de vue différents. Ça, c'est très commedia dell'arte, ça, non? C'est surtout très, très pratiqué au cinéma depuis Rashomon de Kurosawa. C'est le schéma de Rashomon. C'est ça. Donc tout ça au service d'une histoire assez complexe, je ne vais pas vous la résumer, mais très bien menée, qui tourne autour des thèmes de l'avidité, de la folie des grandeurs, de l'obsession de la réussite. C'est adapté d'un roman américain qui s'appelle Le Capital humain. C'est transposé dans le nord de l'Italie. Les acteurs sont formidables. Il y a notamment Valeria Bruni Tedeschi qui joue une ancienne grande actrice qui s'est rangée des voitures en épousant un riche financier et qui a renoncé à contre-cœur à sa vocation. Et on sent bien qu'elle est complètement flétrie dans cette vie de luxe qui ne la satisfait absolument pas. Donc voilà, c'est un film il y a d'ailleurs beaucoup de films d'elle sur le rapport à l'argent. Je pense que c'est quelque chose qui la travaille. Oui, effectivement. Ses origines familiales y ont sûrement quelque chose. Notamment, il y avait un film qui était un gentil navet qui s'appelait « Ah, si j'étais riche », où elle incarnait une jeune infirmière. Son mari gagnait au loto, mais ils étaient en plein divorce, il ne lui disait pas, donc elle se trouvait engagée dans une relation amoureuse avec le chef de son mari, qui incarnait un peu le playboy, qui réussit, etc., jusqu'au moment où elle le trouve arriviste, arrogant, et que finalement elle préfère son mari. Et elle découvre qu'en fait il est plus riche grâce au loto, et finalement il tombe amoureux à nouveau de son mari. Et surtout son premier film comme réalisatrice qui s'appelait « Il est plus facile à un chameau », donc on connaît la suite de la métaphore. Exactement. Et donc qui était une version fictionnelle de la vie assez compliquée de sa véritable famille et de son rapport effectivement à l'argent. Donc voilà pour Les Opportunistes. Très bien. Deuxième film, c'est bien. Et puis je vais vous parler aussi d'un film américain qui s'appelle Night Call, excusez-moi, Appel de nuit, on pourrait traduire ça comme ça. Voilà. Qui est un film un peu outrancier, mais intéressant. C'est l'histoire d'un personnage joué par Jake Gyllenhaal, qui est une sorte d'autiste émotionnel, un type un peu marginal, très curieux, et qui tout à coup trouve sa voie. Il s'aperçoit qu'il peut percer en s'improvisant reporter de faits divers. Donc il parcourt nuitamment la ville américaine dans laquelle il vit, et dès qu'il y a un fait divers, un accident, il se débrouille pour être là avant tout le monde, enregistrer ça avec sa caméra et vendre les images à une chaîne de télé. Et il fait ça très bien, il fait ça d'autant mieux que c'est un type qui n'a aucune espèce de sentiment, de scrupule. Il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est sa propre réussite, mais il a une sorte d'ablation du sens moral tout à fait étonnante. Un vrai paparazzi, comme on en voit beaucoup. Et donc, non seulement, effectivement, il est prêt à marcher sur les pieds de tout le monde pour arriver le premier, mais il est prêt aussi, éventuellement, à manipuler la réalité pour susciter, créer, organiser des faits divers croustillants qui lui permettront de vendre ces images très très chères. Donc c'est à la fois un portrait de caractère assez étonnant, c'est une satire évidemment du monde des médias, mais c'est aussi une satire plus largement de la société contemporaine, de son obsession de la réussite, de son absence totale de sens moral, tout à fait. Alors, ça pousse le bouchon un peu loin. Je trouve qu'à certains moments, la démonstration devient un peu trop systématique. On frise le ridicule dans certaines scènes, mais c'est quand même un film bien mené et assez prenant. Bien. Et moi, je rappelle en dernier le très beau film de Marie Heurtin. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder TV Liberté, une perle de culture de la semaine dernière, puisque vous nous en avons dit du bien, vous nous en aviez dit du bien. Très beau film avec Isabelle Carré. Très très beau film avec cette approche de la vie des religieuses qui, dit-elle, sont en guerre contre le monde, contre le mal et contre nous-mêmes. Et l'histoire donc de l'éducation d'une petite fille qui est sourde, muette et aveugle. Et donc son ouverture à la vie et à la foi.
Grâce au dévouement de cette religieuse tout à fait exceptionnelle qui est incarnée par Isabelle Carré. Et on passe un moment assez extraordinaire à plus d'un titre. C'est très émouvant. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Donc je résume, le Hunger Games, L'homme du peuple, Opportuniste, Naed Cole éventuellement, et Marie Heurtin. Et Astérix et le domaine des dieux. Astérix, excusez-moi. N'oublions pas le petit Benoît moustachu. Excusez-moi, Astérix en premier lieu. Merci beaucoup à tous les deux. Et à la semaine prochaine. Amis de TV Liberté, à la semaine prochaine pour une autre séquence de Filet au cinéma. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique « Je lis, donc je suis », nous avons la joie et l'honneur de recevoir Bernard Anthony. Bonjour Bernard. Bonjour Anne Brassier. Nous avons un livre assez étonnant à traiter ce matin qui s'appelle « 15 procès face aux calomnies médiatiques », sous-titré « Contre Edoui Plenel et les autres ». C'est publié chez Godefroy de Bouillon. Alors, c'est un livre plein d'énergie, parce que Bernard et Anthony est une mine d'énergie à lui tout seul. Et c'est un livre excellent à lire, il est roboratif. On va faire un petit portrait d'abord, Bernard, puisque notre télévision va très loin, en France et dans le monde. Et on va expliquer pourquoi est-ce qu'en fait vous avez eu ces 15 procès. 15 procès. Bon, on pourrait dire, mais vous êtes vraiment un homme tout à fait peu recommandable. Qu'est-ce que vous faites sur ce plateau? Voilà. Alors, je précise aussi 15 procès personnels. Parce qu'au titre de la griffe, j'en suis à 150 environ. Alors, plantons tout de suite le décor. Vous êtes le fondateur de cette belle association La Griffe. Bien que sûr. fait La Griffe? La griffe, elle continue. Par exemple, hier, elle lance un nouveau procès contre les Femen, parce qu'il y en a un qui arrive, parce que les Femen ont gagné dans l'affaire de Notre-Dame, mais ce n'est pas la griffe qui était dans cette affaire-là. Je tiens à le dire, pas du tout. Donc, le premier procès de la griffe vient bientôt. Il y a fixation le 15 décembre, tout ça est toujours très long. Mais hier, par exemple, dans la provocation nouvelle de la Femen à Strasbourg, la griffe tout de suite fait partir la plainte. Et sur cette Vous intervenez à chaque fois que l'Église catholique est attaquée, les chrétiens... Que les chrétiens en général, que les Français en général. Voilà, quel que soit, j'aime à dire, les Français, quelle que soit leur religion, les chrétiens, quelle que soit leur race, la griffe est là. C'est notre créneau, et aujourd'hui, de plus en plus, contre ce que j'appelle le racisme anti-humain. Parce que quand on prive un homme de sa patrie, quand on prive un homme de sa religion, quand on prive de sa mémoire, tout ça, on le prive de son humanité. Nous sommes des défenseurs, j'aime pas le terme des droits de l'homme, il y a trop d'ambiguïté là-dessous, mais de l'humanité, ce qui fait notre humanité, au sens où l'on entendait cela. Et là, c'est un concept nouveau pour nous, parce que les lois de désintégration sociale, donc, nous frappent au cœur de notre humanité. C'est d'ailleurs le sujet de votre nouvelle revue très belle Reconquête, la destruction socialiste de la famille, avec une très jolie couverture, elle est très élégante. Rousseau et Najat Belkacem. Ne pas subir, en fait, c'est votre devise. Oui, exactement. Jamais sans réplique, voilà. Ou jamais sans réplique. Et puis il y a celle de Gaston Phébus qui me plaît beaucoup, Totasi si tu oses, mais là c'est en bilourdant, touche-y si tu oses, voilà. C'est tout ceci touche-y si tu oses. Ah oui, j'aime bien, c'est encore plus menaçant, c'est excellent. Alors voilà, nous défendons, et pour moi, oui, ma vie a basculé grâce à Edwy Plenel. Je dois beaucoup à Edwy Plenel, je dois dire. Donc c'est un monument. Alors vous nous présentez ce procès avec Edwy Plenel, mais il faut peut-être camper le décor. Vous êtes, dès votre plus jeune âge, un ennemi acharné du communisme.
Et ça, c'est pas bien du tout, Bernard Antony. Ça, vous auriez dû être confié en dévotion sur ce grand progrès de l'humanité. Merci de ce conseil, cher Arnaud Gracier, mais je pense pas que je vais faire une minute de repentance. Ça décevrait peut-être vos auditeurs et vous-même. Et alors, vous faites cela, donc être un ennemi acharné du communisme, c'est déjà quand même très très mal s'engager dans la vie. Et puis, vous avez aussi boycotté les Jeux Olympiques, organisé un boycott des Jeux Olympiques de Moscou. À Moscou, oui, oui. Autre temps, autre mœurs. Il y a d'autres boycotts aujourd'hui, mais c'est plus les mêmes gens qui l'organisent. Voilà. Le monde change. Le monde change. Et puis, deuxième grosse preuve de mauvais goût, vous lancez, parce que j'aime bien le rappeler, vous relancez le pèlerinage de Chartres. Oui, bon, ça c'est... Oui, mais il faut le dire, parce que... Alors, du coup, vous êtes devenu un fasciste, puisque tout ce qui n'est pas communiste est fasciste. Vous devenez un antisémite et vous devenez l'ayatollah des intégristes, voilà, puisque vous êtes un... Donc vous voilà habillé pour l'hiver. J'ai droit à tout. Vous avez droit à tout. Edoui Plenel arrive après une journée d'amitié française, puisque vous êtes aussi l'organisateur de ces très belles fêtes qui s'appellent Amitié française. Voilà. Alors Edoui Plenel, je ne le connaissais pas. Après une journée comme ça où il y avait eu un monde fou, Edoui Plenel vient me dire, demande à me parler. Il n'est pas seul, il y a d'autres journalistes, heureusement d'ailleurs, parce que les autres journalistes n'ont pas du tout répercuté sa définition. Oui. Il accroche quelques propos de conférenciers donc, que je n'ai nullement désavoués. J'ai mon honneur de président. Peut-être ces propos étaient-ils un peu maladroits. Toujours est-il qu'il me dit... Bernard Antony, j'ai entendu des propos antisémites. D'ailleurs, tous les hommes de droite sont antisémites. Et je réponds, monsieur, à l'époque, Plenel, il n'est pas encore très très connu, il est au monde, et moi je suis inexpérimenté, je viens de ma province, je ne connais pas les milieux de la presse, et je dis, mais monsieur, si vous me dites cela, c'est comme si moi je disais que tous les juifs sont communistes, sous le prétexte que nombre d'entre eux ont été révolutionnaire. Donc pendant la Révolution russe et ensuite. Et voilà. Et ça va se traduire par une pleine page du journal Le Monde, ça n'est pas rien. Hein. Bernard Antony, alors là, je suis habillé, comme vous le dites, pour l'hiver et pour plusieurs saisons. Oui, plusieurs Bernard saisons. Antony déclare l'internationale juive internationale de l'assassinat. Ouais. Bon, et à la suite de quoi... Ce qui était l'accusation la plus grave. Oui. C'est l'accusation la plus grave. C'est l'accusation qui tue. À la suite de quoi on va voir tout le monde monter au filet contre moi. Or, à l'époque, j'ai une fonction honorable, assez importante, disons-le en toute simplicité, dans une grande entreprise. Oui. Et là, le chef d'entreprise, Pierre Fabre, qui est mort aujourd'hui, pour ne pas le nommer, sera d'une extrême amitié avec moi. Il me dit, racontez-moi d'où vient ce truc-là. Je lui raconte, il me dit, c'est odieux. Mais il n'en demeure pas moins que comme c'est une industrie fragile, une industrie pharmaceutique, elle dépend du gouvernement. Oui, oui. On va voir Simone Veil qui pousse la lutte contre moi. D'autres cadres, d'ailleurs, du Front National, travaillant dans des laboratoires pharmaceutiques, ont eu leur carrière interrompue. Voilà. Donc, moi, c'est grâce à Plenel, tous mes vaisseaux professionnels sont brûlés. Jusque-là, j'étais la coqueluche de certains salons et patronaux et syndicaux, parce que je crois que j'avais bien réussi dans un métier que j'aimais passionnément. Je suis prêt à venir en parler un jour, ce sont les relations sociales dans l'entreprise. C'est une très bonne idée. C'est vraiment un des rares domaines de compétences que j'ai. J'ai gardé beaucoup d'amitié avec mes anciens syndicalistes. C'est fini, là, une pleine page du Monde. À l'époque, je signais... par prudence de mes deux seconds prénoms de Romain-Marie, je m'appelle Bernard Romain-Marie Antony, Romain comme mon grand-père, compagnon du devoir, donc que j'évoque dans le premier tome de mes mémoires, là c'est fini. Mais je ne vais pas non plus faire une dépression nerveuse. Hein, je décide de me battre. Et là, d'ailleurs, je peux l'évoquer aujourd'hui. Pierre Fabre me dit « battez-vous, je ne vous laisse pas tomber ». Bon, donc, et j'ai un grand avocat. Un grand avocat, je dédie ce livre à Georges-Paul Wagner, parce que Georges-Paul Wagner était pour moi un aîné, un grand frère,
un prince du barreau. Avec lui, j'étais rassuré. J'ai fait tellement de procès avec lui, ceux-là, mais aussi ceux de la griffe. C'est comme quand on rentre dans un cabinet de médecin et qu'on sait qu'on a un grand médecin et on se dit, bon, lui, il va t'en tirer. Voilà. Alors, avec Georges Paul, on va se battre. Et on va gagner. Et vous allez gagner. Et on va gagner face à quelque chose que je vais découvrir, c'est-à-dire toute une racaille journalistique, médiatique, qui emploie des calomnies, mais c'est fabuleux. Mes filles sont ravies. J'ai des filles et beaucoup de petits-enfants déjà, et déjà mes premiers petits-enfants qui sont assez doués lisent ça, et ils sont très fiers d'avoir un grand-papa qui a subi comme ça traîné en justice, des diffamations. Mais je dois dire aussi, s'il y a Plenel et les autres, quoi, derrière lui, bon, Anne Sinclair, Servan-Schreiber, je vais en évoquer, quand même, si vous le voulez bien, quelques-uns, nous tombons aussi sur de grands magistrats. Oui. Et là, je dois dire, parce qu'à cette époque-là au moins, et même aujourd'hui encore, il y a des magistrats qui ont l'honneur de leur métier. Et j'ai eu la chance, pour ces procès, d'avoir, par exemple, citons-le, il n'est pas du tout de nos idées, mais le président Montfort, il aimait, je pense, mon accent méridional. Il me disait « Combien vous faut-il » Je disais « Monsieur le Président, laissez-moi 10 minutes, un quart d'heure pour exposer cela. Prenez une demi-heure. » Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, et d'ailleurs, le syndicat de la magistrature les a engueulés. Ces grands magistrats qui avaient statué en votre faveur ont reçu des lettres d'engueulade, ce qui est quand même inouï. C'est dans une affaire particulière, c'est l'affaire de Montpellier, où je dois dire ceci aussi, c'est une affaire incroyable. On me faisait tenir des propos sur les négros qui occupaient Saint-Bernard, etc. Bon, nous faisons un procès. Nous arrivons, alors, Georges Paul et moi, à Montpellier, tout à fait tranquille et rassuré. D'autant que là, le procureur, auquel je rends hommage, le procureur de la République, dit non, ça, on ne va plus accepter. Des procès de Moscou dans notre temps, etc. Il se met à faire un éloge dithyrambique de votre serviteur. Et Wagner me dit, je ne vois plus du tout ce que je peux ajouter, il a fait la plaidoirie. Et je regarde les jeunes femmes BCBG de la magistrature de ce tribunal, très BCBG, et elles vont me condamner à 50 000 francs d'amende et 6 mois avec sursis. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Oui, oui. Bon, nous faisons appel. Et là, je dois dire, je sens immédiatement, parce que c'est ça les procès, j'en ai une telle habitude que je sens dans les 10 secondes comment ça va se passer. Il y a là un brave homme, un métis. Un métis, il est de couleur de peau très sombre. Et je me dis, lui, il va pas céder au terrorisme intellectuel. Et lui, il me relaxe. Il trouve que ça a été odieux. Voilà. Et voilà pourquoi, entre autres, je n'ai jamais été raciste, mais cet homme-là, alors que... C'était un libre, c'était un homme libre. C'était un homme libre. Voilà. Mais... Alors, vous soulignez aussi le culot, quand même, de cette presse. Votre condamnation, le jugement contre Plenel a été annoncé dans le monde. Ils y étaient contraints par la justice. Mais en face, il y avait l'annonce tout à fait anodine d'un changement de gouvernement chez les Khmers rouges, alors que le Cambodge vivait dans un état d'oppression épouvantable. C'était l'époque où c'est donneur de leçons morales, il faut s'en souvenir. Quand même, j'en parle souvent aux jeunes aujourd'hui, pour le journal Le Monde, pour Patrice Debert, c'était une révolution rurale avec des mœurs un peu austères que le génocide cambodgien. C'est ça. C'est comme ça qu'on un peu austère, oui. Voilà. Des millions de gens qui ont été tués. Alors, l'utilisation des faux est extrêmement fréquente. Ça ne les gêne absolument pas. J'ai voulu ça pour vacciner, pour que des gens sachent que cela est possible, que des journalistes de grands journaux sont capables de faire des faux complètement. Alors, évoquons quelques petites affaires. Oui, le dernier, le plus amusant, avec Dragan Tomic. Ça, c'est quand même fabuleux, parce que peut-être que les téléspectateurs l'ont encore dans l'oreille. Vous demandez à la fin d'une conférence de presse à un ami qui s'appelle Dragan. C'est un ami serbe. Allez, Dragan. Voilà. Et ils inventent
la presse invente que vous avez dit « elle est dragable » en propos de Marine Le Pen. C'était incroyable. C'est quand même une forgerie. Je présidais la 19e université d'été du Front National que j'organisais pendant 19 ans. C'était la dernière, ou l'avant-dernière. Il y a à ma droite Bruno Gollnisch. On est très compressé. Il y a à gauche Le Pen. Oui. Et comme si j'avais dit, alors que je fais évacuer, parce que je vais donner la parole à Marine Le Pen, je fais évacuer les photographes. Le dernier à qui je consens qu'il puisse rester pour un dernier mitraillage, c'est notre ami d'origine serbe, Dragan Tomic, et je dis, allez Dragan. Et le soir, ils vont, je l'ai appris au procès, avec le chef de la communication du Front National, car la vérité, je suis Alain Visier, tu aurais quand même pu me prévenir. Hein, en présence d'Alain Visier, ils vont écouter, réécouter, ils vont voir ce qu'ils vont pouvoir faire de ce son. J'ai dit au tribunal, si j'avais dit l'air est doux, ils auraient pu me faire dire Hitler est doux. C'est le genre de procédé. Absolument. Il faut savoir que ça existe, ça. C'est ça. Et le soir, avec Patrick Cohen, aujourd'hui, rédacteur en chef de France Inter, ils vont faire ce montage. Et alors, là, Marine me dira, laisse tomber. Non, je n'ai pas voulu laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Mais parce que c'est mon combat. C'est mon combat pour vacciner contre ces procédés. Alors, c'est vrai que j'en ai eu d'autres. J'ai eu des faux extraordinaires. Les faux du journal Passage. Passage est une revue juive d'orgueil, disons-le carrément, elle assez raciste. Raciste. Et là, un jour, coup de téléphone de Pierre Sergent. Oui. S'il y avait bien un homme, pas plus antisémite que moi d'ailleurs, que Pierre Sergent, mais lui, il avait porté l'étoile jaune en 1942 par solidarité pour ses amis juifs. Pierre Sergent, cet officier courageux, qui a été le chef de l'OS, est effondré. Il me dit, mais Bernard, vous vous rendez compte, on me fait dire ça. Mais je lui dis, Pierre, du calme. C'est pas parce qu'on vous le fait dire que vous l'avez dit. Il était effondré, c'est dire. Et je découvre là cet homme qui selon moi, était rompu à toutes les techniques était un guerrier, de la subversion, un guerrier. Là, il est à plat. Je lui dis, Pierre, on va se battre. Et là, le salopard. Et là, je dis ça comme ça, parce qu'il ne peut plus me poursuivre, lui, parce qu'il a été condamné d'Émile Mallet, le directeur de Passage. Il ose dire à la télévision qu'il détient la cassette d'enregistrement des propos antisémites de Pierre Sergent, moi, et des miens. Eh bien, et là... la cassette. La cassette. Et là, oui, on porte plainte, et du coup, il y a quand même une enquête. Et il y a un inspecteur de police qui va faire son boulot, tout simplement, il va dire, Monsieur Mallet, la cassette. La cassette. Et Mallet dira, la cassette, je ne l'ai pas, parce qu'elle est à la prison Saint-Michel, parce que l'auteur de l'entretien, qui s'appelle Philippe Pallat, a été mis en prison pour escroquerie. C'est un pro de l'escroquerie. Donc voilà, et alors il n'y a pas plus de cassette que de beurre au soleil, évidemment, et là, l'extraordinaire, c'est qu'il va sortir de prison, il va être à l'entrée d'un meeting de Jean-Marie Le Pen où j'arrive avec Bruno Gollnisch. Et je dis à Bruno, dis donc, mais c'est pas là, c'est mon falsificateur. Bruno sort donc avec une grande énergie de la portière, il fonce sur Pallat, il lui dit, alors il y a tous les journalistes, c'est vous qui avez fait le faux entretien de Pierre Sergent et de mon ami Bernard, et l'autre il dit, je me repens. C'est extraordinaire. Et Bruno lui dit, alors écrivez. Et sous la dictée, on trouve la lettre. Je sous-signais Philippe Pallat, déclare avoir réalisé un faux entretien avec le Pierre Sergent et Bernard Antony sur la demande de M. Émile Mallet. Voilà. Il y a un autre revirement extraordinaire, c'est celui de Trigano. Trigano qui veut arriver, qui veut une élection, qui fait tout pour et qui vous menace parce qu'il veut vos voix, il veut les voix du Front National. Racontez-nous cela aussi. Voilà. C'est trop beau. Trigano est un personnage de la commedia dell'arte à l'italienne. Il a un long nez de Pinocchio. Ce n'est pas un mauvais homme, il est gentil, c'est un ratsoc du Midi. Donc là, Trigano était un homme aimable au Conseil régional de Midi-Pyrénées. Il avait changé de bord un jour pour voter pour Baudis, il quitte la gauche, il passe à droite. Je m'écris Tridano-ci, Tridano-là. Donc voilà, cet homme-là avait failli être lynché dans une manifestation CGT gauchiste dans l'Ariège où on l'avait traité de
toutes les injures antisémites possibles. Il fait un infarctus, il sort de l'hôpital Purpan à Toulouse et il vient au conseil régional et il dit « c'est quand même pas chez Bernard Antony qu'on m'aurait traité, qu'on m'a traité à l'extrême gauche ». Bien. Et que fait Tridano? Lorsqu'on arrive à l'élection du président de région en 1998, donc il veut se présenter à la région. Mais quelques jours avant, qu'a-t-il fait? Lui, Tridano, qui m'avait dit cela. Il défile dans les rues de Toulouse, où le slogan est le suivant: pour Le Pen, une balle, pour Antony, une rafale. Parce que je suis beaucoup plus honni encore à Toulouse, dans l'extrême gauche, que Jean-Marie. Enfin, voilà. Et Tridano est dans ce cortège. Et il ose venir me voir pour me demander... C'est quand même un appel au meurtre. C'était de l'appel au meurtre. Ben oui, parce qu'à cette époque-là, la foule grondait contre moi. Bon, ça, c'est une autre histoire. D'autres ont connu pire. Donc là, Tridano vient me dire, mais écoute, tu peux quand même m'apporter tes voix. Je dis, c'est pas mes voix. Mais en l'occurrence, là, les voix du Front National, tu ne les auras pas. Parce que tu as fait des choses d'ignobles, André. Oui, mais je me repens, c'était avec les jeunes, c'était l'ambiance. Non, André, je ne peux pas. Et là, il me tend un doigt menaçant. Si c'est ça, je dirais que tu ne veux pas m'apporter tes voix parce que tu es antisémite. Je l'ai pris et je préfère pas décrire la scène, elle est virile. En tout cas, il s'est repenti lui aussi. Et alors, nous arrivons à la 17e chambre, comme ces propos, c'est diffusé partout, je peux donc le poursuivre partout. On le poursuit à la 17e chambre devant le président Montfort. Là, lui, il arrive avec une petite bande de gros bras, quoi, etc. Et moi, je suis avec Jean-Baptiste Biaggi. Et Biaggi s'avance pour Tridano. Tu me reconnais? Jean-Baptiste Biaggi est dans la communauté juive adulé. Il a resté sa peau. Il dit aux jeunes, Biaggi, c'est un grand homme. Et puis, il me dit, Bernard, écoute, j'ai fait le con. Ah bon, André, alors, à tout alors on s'arrête là. Miséricorde. Oui, mais non, mais le procès a lieu, mon vieux. Et là, alors, il y a ses avocats. Ces avocats ont amené une pile, il y a tout sur moi, il y a tout de ma vie, etc. Ils sont prêts à dire quel être abominable je suis, ils ont tout préparé. Et là, Tridano dit, Monsieur le Président, non, réellement, je dois vous dire que j'apprécie beaucoup Bernard Antony. J'ai proféré à son endroit des choses complètement injustes. Le Président, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le Sud-Ouest, ici. Il dit, bon, Tridano, je dis, Monsieur le Président, moi, je ne vais pas piter de dessous à Tridano, il en a beaucoup, moi, j'en ai pas. Mais je s'il me fait juste une petite déclaration, et je sous-signe Tridano n'avoir jamais voulu, etc. On trouve le texte ici. C'est extraordinaire. Avant-dernière question, tout de même, les pénalités augmentent, les sommes augmentent. Au départ, c'est 300 €, 500 €, et maintenant, c'est comme le prix des œuvres contemporaines, des œuvres d'art contemporain. Je dois dire, j'ai pas de mérite. À l'époque, j'étais essentiellement député, lors de presque tout ce procès, j'étais député au Parlement européen. Je gagnais très convenablement ma vie, pas plus que quand j'étais au laboratoire Fabre, où j'étais bien payé. Mais là, j'ai obtenu beaucoup d'indemnités. Oui, mais on a l'impression que le tarif des condamnations maintenant augmente. Ah oui, mais aujourd'hui, ça c'est autre chose. C'est ça que je veux dire. Ça c'est autre chose. Pour moi, c'était quand même pas très fort, mais je dois dire, je vais vous citer une anecdote. Je fais condamner Marc Benamou. Oui. Bon, et donc à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? J'ai toujours reversé l'argent ou aux copains ou à l'organisation. Bien. Et là, je me dis, tiens, je vais mettre cette somme que j'ai gagnée, après une diffamation considérable, que j'ai gagnée, et on part en vacances en famille, avec la famille Beketch. Je raconte ça. Voilà. J'offre des vacances à Serge de Beketch, qui le méritait bien. Et là, mes enfants vont écrire à Benamou, merci cher monsieur Benamou, grâce à vous, nous passons avec papa de délicieuses vacances avec Serge de Beketch. Alors, merci pour cette parenthèse de joie, mais tout de même, la bataille est âpre. Les soirées sont dures et ces attaques sont horribles. Qu'est-ce qui vous fait tenir, Bernard
Antony. Quel est votre secret? La vérité, l'envie de hurler la vérité. J'avais essayé de dire dans l'affaire Dragan Tomic, c'est dérisoire, en effet, c'est dérisoire. Mes amis peuvent dire, je ne dis jamais d'une fille, elle est dragable. Mais quand D'ailleurs, la présidente, avec une vulgarité totale. Non, pas la présidente. C'était pas la présidente. La procureure qui me dit, monsieur, vous devriez savoir, vous êtes vieux jeu, aujourd'hui, on ne dit plus elle est dragable, on dit elle est baisable. Oui, je dis, je vous remercie, madame le procureur, mais je n'oserais pas dire une telle chose. Je ne m'exprime pas comme cela. Je ne m'exprime pas comme cela. Mais voilà, ça me tenait à cœur, parce que quand je suis sensible au charme d'une jolie dame, je dis je suis amoureux d'elle. C'est ma formule à moi. C'est une formule de on est plus dans l'amour courtois que dans de la salacité contemporaine. Donc je ne pouvais pas accepter cela. Mais il y a d'autres cas. Il y a eu par exemple une revue dont l'abonnement 1 000 € par an. Intelligence Online. Ils font de moi un ancien légionnaire. Ce n'est pas diffamatoire, mais je ne m'honore pas d'avoir été un ancien légionnaire. Je suis un trafiquant d'armes. Je suis un trafiquant d'armes. Je vends des armes en Tchétchénie. Je vends des armes au Congo. Je vends des armes... Fantastique, Bernard. Vous avez plusieurs vies, comme les chats. Alors, il y a mes filles qui me disent, mais papa, pourquoi t'as démenti? C'est bien, t'es pire que James Bond. Et non, mes petites chéries, j'ai jamais vendu des armes à qui que ce soit. Voilà, chers téléspectateurs, vous voyez combien ce livre, ce deuxième tome, puisqu'il y avait un premier tome, chez Godefroy de Bouillon, 15 procès face aux calomnies médiatiques contre Edwy Plenel et les autres, de Bernard Antony. C'est un livre important à lire parce que c'est un livre qui nous apprend d'abord, nous fait le constat de toutes les effroyables malversations de cette presse contemporaine contre ses ennemis, et votre énergie et votre foi en la vérité, et je pense aussi en autre chose. Oui, bien sûr. Votre foi tout court, qui fait que vous êtes un homme debout, qui ne subissez pas. Et pour tout cela, merci beaucoup Bernard Antony pour cette leçon d'énergie. Merci Anne Birassier, si vous permettez. On trouve ce livre au Centre Charlier. 70 boulevard Saint-Germain. 70 boulevard Saint-Germain. 19 €. Ou on le commande pour 22 € Franco de Port. Voilà, merci à TV Liberté. Vous éditez une très belle revue aussi qui s'appelle Reconquête, encore une fois, à la même adresse, 70 boulevard Saint-Germain-des-Prés. Merci beaucoup à vous, Bernard. Anne Brassier, et merci à TV Liberté. À tout de suite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, pour cette chronique sur l'art en beauté, nous allons vous emmener au musée de Chantilly, parce qu'il s'y passe un événement extraordinaire. Chantilly nous offre des chefs-d'œuvre retrouvés, les chefs-d'œuvre entre autres de Fra Angelico et de Botticelli. Et comme guide, bien sûr, nous avons demandé à Laurent Dandrieux. Bonjour Laurent Dandrieux. Bonjour Anne. Puisque Laurent Dandrieux est, vous le savez, l'auteur d'un très très joli petit livre, La Compagnie des Anges, Petite vie de Fra Angelico, publié aux éditions du Cerf, pour l'énorme somme de 9 €. Je l'indique parce que les livres d'art sont tout de même d'habitude très chers, et là vous nous donnez un grand bonheur. Et bien sûr, à nos côtés, Maxime Gabriel, qui sera toujours bienvenue dans ces judicieuses questions et remarques. Alors, nous sommes allés tous deux à Chantilly, nous avons vu ces chefs-d'œuvre retrouvés, Fra Angelico, Botticelli et quelques autres, puisque cette œuvre très belle qui est sur la couverture du catalogue, ce n'est pas Fra Angelico. Non, c'est un dénommé, je crois, Giovanni di Paolo, qui est un peintre de Sienne. Et effectivement, mais ces anges ne sont pas sans parenté avec ceux de Fra Angelico. Voilà. Alors,
D'abord, grand bonheur de voir réunis, parce que quand on dit chef-d'œuvre retrouvé, que s'est-il passé? Alors, effectivement, c'est une histoire qui mérite d'être racontée, parce qu'elle est assez amusante. L'occasion, le prétexte de cette exposition, c'est effectivement... le fond de Chantilly lui-même. Oui, mais en fait, pourquoi cette exposition? Parce que dans son fond, Chantilly a un petit panneau en bois de la main de Fra Angelico qui représente Saint-Benoît priant au désert. Et c'est une histoire qui remonte à assez longtemps, parce que je crois que c'est dans les années 70, un historien de l'art anglais, John Pope Hensey, a identifié ce petit panneau comme faisant partie d'un ensemble plus vaste, et il a localisé 2 autres panneaux de Fra Angelico qui étaient dans d'autres musées, qui donc venaient s'assembler avec celui de Chantilly. Et par la suite, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 90, on en a localisé un 4e. Et en 2005, dernier épisode en date, un historien de l'art français, Michel Laclotte, a découvert la 5e pièce manquante. Pour autant, le puzzle n'est pas complet, car il manque au moins encore une pièce. Donc si vous avez chez vous un petit panneau de bois représentant un ermite sur une île ou sur une barque, ça peut être... Ou si vous allez dans un musée au fin fond d'une province française, vous pouvez... Il reste encore à compléter le puzzle. Et donc, ou italienne, ou ailleurs. Ou italienne, bien sûr. Et donc pour la première fois, ces parties dispersées de ce panneau de Fra Angelico sont réunies pour être assemblées et montrées ensemble. Elles ont été restaurées pour l'occasion. Et donc ça se passe à Chantilly, car quand le duc d'Aumale a légué ses collections à l'Institut de France, il l'a fait à une condition expresse, c'est que les œuvres ne quittent jamais Chantilly. Et donc forcément, ce sont les autres pièces qui sont venues à Chantilly et pas l'inverse. Alors c'est très étonnant parce que... Ce qui est d'ailleurs très bien, parce que ça permet à la collection de garder son intégrité. Et du coup, Chantilly a triché un peu, parce que dans l'idée du duc d'Aumale au départ, c'était que les œuvres ne quittent pas la place dans laquelle elles ont été installées. Finalement, Chantilly a créé une nouvelle salle d'exposition qui est plutôt pas mal, où on peut installer les œuvres du duc d'Aumale dans une salle d'exposition, ce qui permet de tricher un peu, au sens où la collection étant figée, on peut difficilement organiser des expositions temporaires. Donc là, ça permet de le faire, et avec un certain talent. Ah oui, effectivement, ils ont pioché dans leur collection d'art italien, qui sont absolument prodigieuses, pour organiser un événement autour de ces panneaux. Mais si vous n'êtes jamais encore allé à Chantilly, chers amis de TV Liberté, offrez-vous cela, parce que c'est remarquable pour le jardin, on a fêté l'année le nôtre, c'est remarquable pour l'architecture du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est remarquable pour l'histoire, c'est remarquable pour les livres, puisqu'il y a une des plus belles bibliothèques de France, avec les très riches œuvres du duc de Berry notamment, c'est remarquable pour la peinture, c'est remarquable pour les vitraux de la Renaissance, pour les jardins. Pour les jardins, bien sûr, et pour les peintures de toutes les époques, puisque c'est italien, c'est français, on a Philippe de Champaigne, on a Ingres, on a Corot. Il y a de très beaux orientalistes également. Des orientalistes. Il y a Raphaël, on a à peu près tout, sauf des impressionnistes. Et c'est quand même intéressant de noter que, je fais une petite parenthèse, le duc d'Aumale ne voulait pas d'impressionnistes, et ce n'était pas une question de moyens, évidemment, c'était simplement une question d'intelligence, puisque lui estimait qu'il y a 2 écoles en peinture, celle qu'il considérait comme étant l'école classique, c'est-à-dire celle qui élève et qui fait réfléchir, et l'impressionnisme qui ne fait pas réfléchir puisqu'il fait subir appel une à l'émotion. Ah oui. Voilà. Donc pour lui, c'était pas une œuvre intelligente, c'était un peu une œuvre de seconde zone, pour pas dire une œuvre de bonne femme d'une certaine manière. Merci. Non, mais je dis ça avec toute la bienveillance nécessaire. Les touristes japonais n'existaient pas encore, mais c'est pas seulement une question. C'est pas seulement qu'il refusait l'impressionnisme, c'est qu'il ne voulait pas d'impressionnisme au sens où pour lui, ça ne pouvait pas faire partie d'une collection intelligente, mais que c'était, en gros, c'était bon à accrocher dans un couloir. Mais c'était pas... Étonnant. Et puis dernière pas un refus chose. De la modernité. Non. Parce que par exemple, Chantilly a une très jolie collection de photographies qui ne sont quasiment jamais montrées, mais il a été parmi les premiers collectionneurs de photographies dans le monde. Voilà, donc il est ouvert à la modernité. C'était vraiment un homme brillant. Et puis il y a une dernière petite touche. Après l'exposition, vous pouvez promettre à vos enfants une gaufre à la Chantilly qui est une pure merveille.
j'ai essayé, j'essaye à chaque fois, parce que j'aime beaucoup ça. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on affiche mangerbouger.fr après une telle annonce? Non, mais je pense que quand on emmène ses enfants au musée, il faut leur promettre quelque chose après. Et tant qu'on ne mange pas plus de 5 gaufres par jour. Je ne dis pas manger la gaufre pendant l'exposition, non, après. On peut. Alors, soyons sérieux, autre merveilleuse agrément de cette exposition, c'est l'agrandissement en vidéo sur des panneaux gigantesques. Donc, parce que les panneaux de Frangelico sont quand même tout petits, alors, ils sont bien sûr présents, mais ils sont aussi agrandis avec des proportions gigantesques. Quel est votre Oui, c'est très intéressant. Ça permet effectivement d'attirer l'attention du visiteur sur des détails devant lesquels il pourrait passer un peu distraitement. Il y a aussi une petite vidéo qui montre comment certaines des œuvres présentées ont été restaurées. C'est toujours assez fascinant de voir des restaurateurs à l'œuvre. Pour en revenir à ces petits panneaux de Fra Angelico, on s'est aperçu en les réunissant qu'il y avait eu des rajouts postérieurs faits pour les rendre cohérents. Par exemple, sur une des parties, vous avez un moine qui tire une corde et à l'issue, au bout de la corde, il y a un panier, mais le panier, il est sur une autre partie qui était dans un autre musée. Donc, les gens qui étaient propriétaires de ce petit panneau ont imaginé de peindre un petit panier qui remplaçait celui qui n'était pas là. Et donc, une restauration ultérieure a effacé ce panier posthume, si on peut dire. Donc, alors, c'est assez amusant. Pouvez-vous nous rappeler, Laurent Dandrieux, quel est l'un des secrets, quels sont les secrets de cette peinture si céleste de Fra Angelico? Céleste, effectivement, c'est le mot qui lui a valu son surnom. Guido di Pietro, qui était en religion Fra Giovanni, est devenu après sa mort Fra Angelico, le peintre angélique. Et si on l'a appelé comme ça, c'est parce qu'on a considéré, et c'est une réputation qu'il a entourée quasiment de son vivant, je pense, que si sa peinture était si céleste, si effectivement il représentait si bien les anges, les saints, la Vierge, et les choses les choses invisibles, c'est que lui-même vivait dans leur familiarité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une vie contemplative extrêmement forte, extrêmement intense, et que c'est la puissance de cette vie contemplative qui lui a permis de peindre le surnaturel avec autant d'aisance, avec autant de légèreté. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une expérience qui est assez intéressante parce que souvent, aujourd'hui, on a tendance à renvoyer le moine à un fabricant de confitures et de bougies parfumées, hein, je schématise, mais on oublie trop souvent qu'il y a des très grands artistes. Alors, Fra Angelico, d'ailleurs, est très connu, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il était moine. Mais il y a des grands artistes à toutes les époques, aussi au XVIIe et XVIIIe, qui ont été des moines, qu'on ignore trop souvent parce que, grosso modo, on les accuse d'être des artistes de couvent, enfin, voilà, d'être des peintres de seconde zone. Or, il ne faut pas sombrer dans ces... Et on peut souligner effectivement qu'il est contemporain, par exemple, d'Andrei Roublev, donc le grand peintre d'icônes russe. Oui. Ah oui, c'est un joli rapprochement. C'est la même époque. Et effectivement, il faut se rappeler aussi que, notamment à l'époque de Fra Angelico, une partie importante de l'activité monastique, c'était l'enluminure. Et donc, il y avait effectivement, quasiment dans chaque couvent ou monastère, un atelier artistique dévolu à cet art-là. Oui. Art que évidemment, Fra Angelico lui-même a pratiqué avec une maestria incroyable. J'ai vu sur une aire d'autoroute, je regarde toujours les livres. Un tableau de Fra Angelico? Non, c'est une manie, non, mais un petit livre apprenant à faire des enluminures, et notamment des lettres. Et j'ai trouvé que c'était une très jolie idée. Pour les Fra Angelico en herbe. De cadeau pour un enfant, c'est de lui apprendre à peindre la lettre initiale de son nom, à mon avis. Alors, à côté de Fra Angelico, avec des scènes étonnantes, Botticelli. Alors, j'aimais Botticelli, mais je trouve que le rapprochement des deux est au détriment de Botticelli. Est-ce que vous avez eu cette impression-là ? Ouais, il faut dire aussi que les Botticelli qui sont présentés ne sont pas forcément ce que ce peintre a fait de plus parfait. Non. Oui, quand on va au musée des Offices à Florence, on voit ce qu'est le grand Botticelli. Mais là, si notamment vous voulez, la fameuse Vénus sauvée des eaux, hein, que tout le monde connaît. Mais ça, si vous voulez, c'est au détriment de Botticelli. On a une pureté, on a une prière, on a une intensité, on a une
une pauvreté subjugante. Enfin, et puis Botticelli, ça devient, c'est dramatique, c'est théâtral, c'est. En tout cas, ce sont des artistes qui ne visent certainement pas la même chose. C'est-à-dire que l'œuvre de Botticelli est vraiment là pour le plaisir des sens. Oui. Elle est très profane, hein, la fameuse Vénus sauvée des eaux. Même s'il y a beaucoup d'œuvres religieuses aussi chez Botticelli, mais qu'on devine très profane, ne serait-ce que dans la représentation des saints et dans les couleurs, on devine que les personnages sont en réalité le portrait derrière Sainte Catherine de telle ou telle personne, ou Sainte Anne, ou je ne sais qui, ce qui n'est pas le cas chez Fra Angelico. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi une démarche qui est celle de l'affrontement des peintres au travers de l'affrontement des cités, puisque là, on parlait de Sienne, on parlait de Florence, parce que Botticelli, c'est Florence. Il y a une concurrence énorme dans la peinture entre ces villes pendant toute la Renaissance. Mais effectivement, voilà, d'une part, un peintre qui vise au plaisir des sens, et de l'autre, une peinture qui, elle, vise à nous amener à la contemplation. Donc on n'est pas du tout dans le même, on n'est pas du tout dans le même registre. Dans le même registre, absolument. Et puis des coffres de mariage. Des coffres de mariage peints de façon fort raffinée, qu'on appelle des cassonies. Tout à fait. Et puis d'autres merveilles. Notamment un tableau d'un autre peintre siennois qui s'appelle Sacetta, qui est un mariage mystique de Saint François d'Assise, qui est une pure splendeur, dans un style là aussi très épuré, très Fra Angelico, assez proche, effectivement. Assez proche, Et puis ce tableau célébrissime, mais absolument somptueux d'un peintre peu connu, mais dont le chef-d'œuvre est à Chantilly, qui s'appelle donc Piero di Cosimo, qui a fait un portrait de Simonetta Vespucci, qui est une image de la perfection absolue, à mon sens. Oui. Donc, pour toutes ces raisons, encore une autre raison d'y aller, Laurent ? Et d'abord de lire votre livre. Hein. Que vous pouvez trouver sur place à la librairie. D'abord, qui est sur place, absolument, absolument. La Compagnie des Anges, Petite vie de Fra Angelico aux éditions du Cerf. Laurent Dandrieux. Cette exposition donc à Chantilly qui est jusqu'au 8 janvier. 8 janvier, donc il reste un mois. Et comme les vacances arrivent, c'est l'occasion d'y aller en famille. Et c'est l'occasion d'y aller en famille, absolument. À défaut, ensuite, après la fin de l'exposition, d'aller revoir la Toscane, puisque quand on aura sombré sous le charme de tous ces peintres qu'on a évoqués, on pourra aller voir sur place à Florence, à Sienne et ailleurs, Sienne qui est pour moi la plus belle ville du monde, ce qui a inspiré ces chefs-d'œuvre, et je pense que l'impression en sera tout aussi favorable. Et effectivement, Fra Angelico, il faut aller le voir sur place à Florence, ne serait-ce que pour les sublimes fresques du couvent de San Marco, qui sont une chose indispensable à découvrir. Bien sûr. De toutes les façons, il faut aller en Italie au moins une fois par an. C'est dingue. Les Anglais avaient compris ça. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir invités à regarder, contempler et prier avec Fra Angelico à Chantilly. Vous remarquez la grande beauté de ce catalogue. Et chers amis de TV Liberté, à très bientôt pour une autre chronique de Perles de Culture. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.